Bonjour à tous et bienvenue dans ce deuxième webinaire de l'année scolaire 2025-2026. Donc, si c'est votre premier webinaire avec Averroès e-learning et la FAP, je vous souhaite la bienvenue. Je me présente du coup. Pour les autres, je suis désolée, ça fait un peu répétition. Donc, je suis Caroline Mignalet, je dirige Averroès e-learning, qui est une structure d'accompagnement dédiée aux élèves des lycées français de l'étranger. On organise, comme maintenant depuis plusieurs années, une série de webinaires informatifs à visée principalement pédagogique et pour mieux comprendre en fait le fonctionnement de certains diplômes, certains parcoursup, certaines voies d'orientation, etc. Donc vraiment, on est concentré sur l'orientation et la pédagogie dans le cadre de ces webinaires. Donc on se retrouve ce soir, c'est un peu le grand écart. La semaine dernière, on a abordé la thématique des études en sciences politiques. Et ce soir, on se retrouve pour parler du collège et de la réforme du brevet qui est mise en œuvre à partir de cette rentrée. Euh, alors, d'un point de vue pratique, d'abord, je vous présente de sa part les excuses de Mélissa Nartigal de la FAP, qui en fait est en réunion parents-prof au lycée de sa fille ce soir, en même temps que ce webinaire, et donc qui ne pourra pas se joindre à nous ce soir. Donc, d'un point de vue pratique, je suis ce soir accompagnée de Cécile, qui est qui travaille chez Averroès e-learning et qui est en règle générale en relation avec les familles, avec les parents et les élèves. Euh, on va aborder globalement les enjeux du collège et puis ensuite se consacrer à la réforme du brevet qui donc est mise en œuvre cette année. En ce qui concerne, donc je m'arrêterai après avoir travaillé sur les enjeux, les difficultés que rencontrent les élèves. Je prendrai un temps pour prendre vos questions. Donc n'hésitez pas, faites remonter vos questions à Cécile qui va assurer la modération. Donc soit via le chat, soit via l'outil de questions-réponses de Q&A qui est disponible dans Zoom. Et on répondra à toutes les questions auxquelles, en tout cas, on peut répondre. Voilà. Si vraiment vous avez des questions précises, particulières, personnelles, individuelles, etc., en fin de webinaire, on laissera à l'écran nos coordonnées. Donc, n'hésitez pas pour des problèmes vraiment spécifiques à nous contacter directement ou à contacter la FAP si besoin était. Voilà. Je crois que j'ai rien oublié sur le fonctionnement. Donc, je vais partager mon écran et partager avec vous la présentation. Ce webinaire est bien sûr enregistré. Donc, vous pourrez le revisionner avec vos enfants s'ils sont concernés. Euh, voilà, ou le reconsulter sur notre site web une fois qu'il aura été monté. Voilà, donc je vous remets, même si elle n'est pas là, je vous partage quand même le slide de la FAP qui explique un petit peu les missions de la FAP, qui représente en fait les associations de parents d'élèves du réseau. Euh, voilà. Et qui peut, dans le cas de, c'est arrivé régulièrement, sur des questions spécifiques, en fait, être votre intermédiaire pour essayer de résoudre un problème que vous pourriez rencontrer ou que vos enfants pourraient rencontrer. Voilà. Donc, nous, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Donc, aujourd'hui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va voir dans un premier temps les objectifs pour le collège. Pourquoi on parle tant du collège et pourquoi les réformes s'enchaînent avec des allers-retours quand même assez réguliers. On verra ensuite la réforme du brevet
de l'examen du brevet telle qu'elle est mise en œuvre cette année en septembre 2025. Et on se projettera un petit peu aussi sur ce qui se passera à la rentrée prochaine, puisqu'il y aura des mini-ajustements pour les élèves qui sont aujourd'hui en quatrième. Et puis rapidement, on abordera aussi en fin de webinaire comment est-ce que à Averroès e-learning on travaille, comment est-ce qu'on accompagne les élèves dans leurs apprentissages et dans leur parcours de réussite. Voilà. Alors, en ce qui concerne les objectifs pour le... Oups, non, je vais beaucoup trop vite. Hop. Les objectifs pour le collège, euh, on les en fait, ils sont construits, vous le savez sûrement, le collège est à cheval sur deux cycles. En fait, comme il y avait des cycles à l'école primaire, la sixième fait partie du... Vous n'entendez pas? Euh, Alors Isabelle, personne ne m'entend ou Cécile, tu m'entends? Oui, oui, je t'entends très bien. Il n'y a pas de souci. Ok, d'accord. Donc je pense qu'Isabelle, il y a peut-être un problème de son chez vous de votre côté. Euh, Donc, je reprends, donc vous le savez sûrement, la sixième est en termes de cycle pédagogique tel que c'est conçu par l'éducation nationale, rattaché au CM2, CM1, CM2. C'est ce qu'on appelle le cycle 3. Euh, et ensuite, cinquième, quatrième, troisième font partie du cycle 4. Après, on oublie complètement cette notion de cycle. Mais en ce qui concerne véritablement les objectifs pour les enfants, euh, en sixième et cinquième, alors bien sûr en sixième, euh, les petits, j'ai envie de dire, parce que moi j'enseigne essentiellement à des terminales et à du supérieur, donc les petits qui rentrent en sixième, qui sont rentrés en sixième cette année en septembre, bien évidemment, il faut s'habituer au rythme du collège, au changement d'enseignant, au changement d'emploi du temps, etc. Et donc c'est vrai que jusqu'à la Toussaint, on est beaucoup dans cette acquisition de l'organisation de son temps, l'organisation de son matériel, euh, l'organisation de ses devoirs, etc. Donc ça, c'est vraiment le début de la sixième. Et c'est pour ça que la sixième fait partie en fait de ce cycle CM1, CM2, sixième, puisque en termes de contenu, à proprement parler, c'est vrai qu'on est encore sur des contenus de fin d'école primaire, sauf que se rajoutent des matières spécifiques, etc., et un emploi du temps à gérer. En cinquième, on rentre plus dans le vif du sujet, mais d'une manière générale, en sixième et cinquième, l'objectif est véritablement de maîtriser les fondamentaux, ce qu'on appelle les fondamentaux, et essentiellement en, bien évidemment, français et mathématiques, c'est-à-dire calcul, démonstration, rédaction, etc. Je reviendrai sur ces fondamentaux ultérieurement. En quatrième et troisième, on monte quand même une marche et là, l'objectif, c'est véritablement de construire une boîte à outils qui va être utilisée pour le lycée. Et en fait, par exemple, quand on prend le programme de géométrie en mathématiques qui est fait en classe de troisième, il est repris en seconde et approfondi à partir de la seconde. Les bases du calcul littéral, de la résolution d'équations, etc., dont les élèves vont se servir pendant tout leur lycée, c'est vraiment ce qui va être construit en quatrième et en troisième. Donc là, il y a une acquisition de véritablement ce que j'appelle leur boîte à outils, c'est-à-dire ce dont ils ont besoin, savoir analyser un texte en littérature, savoir comment noter une équation, savoir connaître ses identités remarquables. Ça arrive en fin de quatrième et en troisième. A plus B au carré, ça fait quoi? Les notions en mathématiques, de puissance,
évidemment le calcul fractionnaire, etc. Tous ces éléments qui sont en fait comme un abécédaire en fait, euh, et que les élèves vont devoir maîtriser et vont utiliser au lycée, dans toutes les disciplines quasiment, dans toutes les spécialités. Pour vous projeter, même si c'est un peu tôt, mais pour vous donner une idée, on a des élèves qui, en terminale et en première, choisissent de suivre, par exemple, la spécialité physique-chimie. Donc, ils ont beaucoup d'heures de physique-chimie avec un programme assez conséquent en physique-chimie. Et là, en fait, souvent, ce qui pêche pour les élèves qui ont des difficultés, alors c'est la spécialité, on dit que c'est la spécialité physique-chimie, c'est probablement la plus difficile. Euh, mais souvent, ce qui pêche aussi pour les élèves, c'est la maîtrise des outils mathématiques. Parce qu'en fait, en physique-chimie, comme en SVT, comme parfois, moi j'enseigne les SES, ben, comme parfois en SES, en fait, on se trouve confronté à des difficultés de raisonnement mathématique, d'outils mathématiques qui remontent finalement au collège. Euh, voilà. Donc, moi, par exemple, quand j'enseigne en SES en terminale et que parfois on étudie des documents, donc ça donne du sens, on étudie des documents et il faut faire parler ces documents, ben, on se rend compte que les élèves sont parfois un petit peu bloqués parce que ben, quand on parle de pourcentage ou de rapport de ça représente un tiers, etc., ou qu'on leur demande d'aller regarder un document qui est en base 100, etc., ben, ils sont un peu perdus et en fait, ils ont un peu oublié. Et finalement, c'est cette boîte à outils qu'il faut poser, il faut sortir du collège en ayant ces outils et en se disant on peut s'appuyer dessus et on peut construire d'autres apprentissages à partir de tout ça. Et puis le troisième objectif du collège, bien évidemment, c'est l'obtention du brevet en classe de troisième. Donc le brevet, même si ça avait été envisagé dans une version précédente de la réforme, le brevet n'est pas obligatoire pour entrer en seconde, en tout cas toujours pas obligatoire pour entrer en seconde. Donc la question n'est pas là. Mais c'est effectivement c'est leur premier examen. Donc, on verra comment, dans cette nouvelle mouture, comment on obtient son brevet. Mais c'est vrai que c'est leur premier examen. C'est la première fois qu'ils sont confrontés à un examen officiel avec une notation extérieure, etc. Et donc, effectivement, c'est un des objectifs du collège. Il faut savoir aussi que je pense par exemple à certains systèmes d'orientation étrangers vers lesquels vont parfois nos élèves des lycées français de l'étranger. Je pense par exemple à UCAS en Angleterre, au Royaume-Uni, qui demande, quand vous faites votre dossier d'inscription pour l'université, il demande vos résultats de brevet. Alors, je ne pense pas que ça compte beaucoup, très honnêtement. Mais finalement, quand les élèves font leur dossier, avec les notes du bac de français et bientôt les notes de l'épreuve de mathématiques, de l'épreuve anticipée obligatoire de mathématiques, bah, finalement, le brevet, c'est le troisième, enfin, il y a trois résultats officiels dont disposent les élèves quand ils font leur dossier de candidature et le brevet en fait partie. Donc voilà, voilà pour les objectifs généraux du collège. Bon, au collège, on apprend aussi plein d'autres choses d'un point de vue, bien évidemment, je reste sur la pédagogie, mais évidemment, les enfants passent de l'enfance à l'adolescence et il se passe aussi plein de choses qui, parfois, sont beaucoup plus importantes que leurs apprentissages. Mais bon, moi, ici, je me concentre sur la partie pédagogique. Euh, alors, pourquoi est-ce qu'on parle tellement du collège dans les journaux, dans la presse? Pourquoi est-ce que chaque ministre de l'Éducation nationale, et franchement, on n'a pas manqué de ministres ces dernières années, pourquoi chacun s'attelle à se dire, bon, le collège, et on a tendance à dire le collège, c'est le maillon faible du système éducatif en France.
Et effectivement, en fait, les études internationales, vous le savez, ben, c'est comme dans tous les secteurs d'activité, hein, l'éducation nationale, enfin l'enseignement et les systèmes éducatifs se comparent les uns aux autres. Il y a des études qui sont faites régulièrement. Euh, donc, les études internationales, et en particulier l'étude qui est pilotée par l'OCDE, qui s'appelle PISA, mettent en évidence de réelles problématiques au collège, en fait. Alors, bien évidemment, ça ne concerne pas spécifiquement les lycées français de l'étranger, c'est beaucoup plus général. Mais donc, on constate qu'en sixième, un tiers des élèves ne lit pas correctement et les trois quarts ne savent pas placer un sur deux, donc la fraction, sur une règle graduée. Donc là, on a sixième, cinquième pour recaler tout ça. Et à l'entrée en quatrième, en fait, il n'y a pas de grosse réduction des écarts. Donc, l'éducation nationale fait des évaluations nationales, comme elle faisait précédemment en primaire, enfin, et elle continue de le faire en primaire, mais on a rajouté des évaluations nationales au collège, en sixième, en quatrième, et cette année même en cinquième. Donc, vos enfants, probablement qu'ils les ont déjà faites à ce stade de l'année et qui servent un peu à piloter et à voir ben, où en sont les enfants. Et ben, comme je l'ai dit tout à l'heure, cette maîtrise en fait des fondamentaux, elle conditionne quand même la réussite au lycée, voire même dans le supérieur. Donc, sans mettre une trop grosse pression, du tout, c'est pas mon objectif. Ce sont vraiment en termes d'outils, de maîtrise des outils fondamentaux, des années essentielles. Alors, quand on parle de ces fondamentaux, de quoi est-ce qu'on parle? En français, donc vraiment, on se concentre quand on parle des fondamentaux sur le français et les mathématiques, hein. Bien évidemment, le français a des conséquences en sciences et vie de la Terre, en histoire-géographie. Euh, les mathématiques ont des conséquences en physique-chimie, en technologie, etc. Donc, mais ce sont vraiment les deux matières fondamentales. Donc en français, ce qui est fondamental, c'est d'avoir une lecture fluide qui permet de comprendre les textes et les consignes. Alors bien évidemment, euh, nos élèves et vos enfants qui sont multilingues et qui ont la chance de parler deux, trois langues euh, très bien, couramment, et qui souvent ont une langue en classe, une autre langue à la maison, une langue dans la cour qui peut être la langue du pays d'accueil ou l'anglais, ou bon, moi je ne sais pas, j'ai eu par exemple mes enfants à un moment donné scolarisés en collège au lycée français d'Istanbul. Alors bon, évidemment, nous, on était francophones, donc ça, c'était facile. À la maison, on parlait français, mais ce n'est pas toujours le cas. Mais à l'école, euh, où j'enseignais aussi à l'époque, et ben, donc, ils parlaient français en classe, évidemment. Dans la cour, ils parlaient turc et anglais. Allez savoir pourquoi, c'était les langues qui étaient utilisées. Et donc, mes enfants qui ne parlaient pas très bien anglais sont sortis une fois qu'ils ont quitté ce lycée, ils étaient parfaitement bilingues en anglais. Donc, c'est une richesse, mais du coup aussi, ça ralentit parfois l'acquisition et la maîtrise du français. Donc, quand on dit lecture fluide, ça veut dire qu'on lit en comprenant ce qu'on lit. Et on est capable de comprendre le sens, de donner du sens à ce qu'on lit. Les fondamentaux en français, c'est aussi un vocabulaire riche et varié, alors bien sûr hein, d'un niveau collège, et une bonne compréhension de la syntaxe et de la grammaire. C'est-à-dire que comprendre que bah, quand une phrase elle est au passé, c'est qu'on parle de quelque chose qui s'est déjà déroulé. Et c'est aussi, bien évidemment, savoir s'exprimer clairement à l'oral et à l'écrit. Et on le verra au brevet, depuis déjà maintenant un certain nombre d'années, il y a une épreuve orale pour renforcer cette acquisition des fondamentaux. En mathématiques,
les fondamentaux, c'est vraiment la numération et les méthodes de calcul. Donc, voilà, c'est tout ce qui est calculatoire, calcul numérique, calcul littéral, qui va donner lieu aux équations, les différents types, les puissances, les fractions, etc. Ça, ce sont vraiment les fondamentaux. Quelles sont les difficultés que rencontrent les élèves? Donc là, c'est plutôt notre expérience d'enseignant euh, avec nos élèves que les rapports de l'éducation nationale. Donc là, on est beaucoup plus centré sur les élèves des lycées français de l'étranger. Du fait de cette multiplicité des langues, etc., on rencontre quand même pas mal de lacunes en conjugaison et en grammaire. Un manque de lexique et de vocabulaire. Les enfants lisent moins, donc euh, je vais le dire tout de suite parce que c'est une question qui revient régulièrement. Je n'ai pas de solution miracle pour transformer vos enfants non lecteurs en lecteurs assidus. Ça, voilà. Mais ils lisent moins. Le langage, de manière générale, s'appauvrit un peu du fait de notre utilisation des différents outils numériques, etc. Bon, bah, donc, effectivement, ils ont moins de vocabulaire. Donc, confrontés à un texte de Guy de Maupassant, bah, oui, c'est vrai que souvent, ils sont confrontés à des mots qu'ils ne connaissent pas et qu'ils ne comprennent pas. Euh, Ils ont aussi des difficultés à rédiger des phrases complexes. Alors, ce qu'on appelle une phrase, que les profs de français appellent des phrases complexes, c'est des phrases avec effectivement une idée principale et des subordonnées. Donc, c'est-à-dire des phrases qui sont liées à cette idée principale. Euh, ça, c'est un passage qui se fait, bien évidemment, c'est pas tout de suite, hein, c'est pas en sixième, etc. C'est quelque chose qui se fait petit à petit, mais qui va leur permettre de dépasser la phrase sujet, verbe, complément, et qui va les pousser à développer une idée, enrichir une idée dans une même phrase. Euh, Il y a une difficulté aussi qui est bien évidemment liée au problème de lecture et de vocabulaire, à analyser un texte en profondeur. Pourquoi? Parce que ce qu'on attend d'eux en fin de troisième, et on y reviendra, c'est la bonne compréhension d'un texte, l'interprétation de ce texte, c'est d'être capable de déduire ce que veut dire l'auteur de ce qu'il a écrit, c'est arriver à identifier ce qui est implicite dans le texte, qui n'est pas forcément écrit littéralement, mais qui est finalement dit. Et c'est parfois être aussi capable d'identifier le sens caché d'une phrase, d'un texte, etc. Donc ça, c'est quelque chose qui se travaille dans le temps, bien évidemment, mais qui fait partie des problèmes, des principales difficultés que les élèves rencontrent. Euh, ils rencontrent aussi des difficultés dans la justification de leurs réponses. Et c'est parfois difficile de leur faire admettre que de répondre oui ou de juste donner la réponse, et ça c'est vrai, bah, on va le retrouver un petit peu en mathématiques, c'est vrai aussi en mathématiques, ça suffit pas. En fait, justifier sa réponse, c'est expliquer son raisonnement, c'est expliquer comment on en est arrivé là. Et donc, effectivement, ça, c'est quelque chose qui, petit à petit, doit être enrichi pour que ça corresponde aux attentes de fin de collège. Et enfin, en quatrième et en troisième, ce qui leur pose problème, c'est la rédaction argumentative, c'est-à-dire pas inventer quelque chose, ça en général c'est quelque chose qu'ils arrivent à mieux maîtriser, mais au contraire construire une argumentation, c'est-à-dire développer une idée à l'écrit de manière organisée. Donc voilà pour les principales difficultés que rencontrent les élèves en français, au cours du collège, bien évidemment, hein. En mathématiques, alors là, on est vraiment sur quels sont les points qui posent problème et sur lesquels, ben, vous, en tant que parent d'élèves, etc., qui accompagnez vos enfants,
vous allez pouvoir être vigilant parce que on le sait, ce sont les chapitres, les points qui posent problème. Euh, il y a la maîtrise du calcul littéral et numérique. Euh, on y reviendra d'ailleurs. Au brevet est introduite cette année une partie d'épreuve qui s'appelle, j'y reviendrai tout à l'heure, qui s'appelle automatisme et qui doit être faite sans calculatrice. Donc voilà, tout ce calcul littéral et numérique, bah, c'est quelque chose qui s'entraîne. Ils ont des difficultés avec les nombres relatifs. Donc, si vous avez oublié, c'est les nombres positifs, les nombres négatifs, etc. Les fractions et les puissances. Et alors ça, ce sont des difficultés qui perdurent, hein. Donc, comme je le disais tout à l'heure, les fractions, c'est une difficulté qu'on peut encore rencontrer en terminale. Euh, ils ont des difficultés avec les mécanismes de développement et factorisation, ok, en particulier dans la résolution des équations. Euh, en liaison avec la justification des réponses et l'argumentation, ils ont du mal avec le principe de la démonstration en géométrie. En géométrie, ils sont amenés à, plus probablement qu'en calcul, ils sont amenés à dérouler un raisonnement logique en posant ce qu'ils vont démontrer, comment ils vont le démontrer, etc. Et ça, c'est quelque chose qui s'acquiert, mais avec lequel ils ont des difficultés. Et ils ont aussi des difficultés dans la résolution de problèmes, difficultés qui ont tendance à perdurer d'ailleurs, parfois en seconde et en première. C'est-à-dire que s'ils maîtrisent un certain nombre d'outils, dans la résolution d'un problème, il va falloir choisir l'outil à mobiliser, l'outil mathématique à mobiliser pour résoudre le problème. Et ça, c'est quelque chose qui, parfois, est plus difficile pour les élèves. Donc voilà un petit peu les points de vigilance en fait qu'il faut avoir à l'esprit sur globalement l'ensemble de la scolarité au collège, sachant que bien évidemment c'est quelque chose qui est complètement progressif. On n'attend pas la même chose d'un élève de fin de troisième que d'un élève de fin de cinquième, bien évidemment. Je ne sais pas si Cécile, tu as déjà des questions. Pour le moment, pas de questions. Je te laisse avancer. D'accord. Donc, si vous n'avez pas de questions à ce stade, je vais passer du coup directement à euh, la réforme du brevet. Alors, cette réforme du brevet, alors on en parle depuis 2 ans. Je crois qu'elle a été plus ou moins traitée par 3 ou 4 ministres consécutifs de l'Éducation nationale. Euh, et donc, on arrive cette année à la mise en œuvre de quelque chose qui est assez abouti, en tout cas qui est ce que c'est. Euh, et qui est un peu fait, qui est un peu conçu dans l'esprit de la manière dont le bac fonctionne aujourd'hui. Donc finalement, c'est un fonctionnement qui, pour les élèves, va un petit peu durer, puisque c'est ça qu'ils vont retrouver à partir de la classe de première. L'objectif, c'est effectivement d'accroître le niveau d'exigence. Euh, vous le verrez en ce qui concerne le brevet, bon, les résultats, je ne me souviens plus des résultats globaux en France, mais là, on est en train de collecter les données pour le palmarès des lycées français de l'étranger de cette année. Et on intègre cette année les résultats du brevet dans les différents lycées. Et en fait, effectivement, quand on voit les résultats du brevet, euh, il y a une proportion de mentions très bien qui est très, très importante. Et il y avait jusqu'à présent, en fait, jusqu'à présent, le brevet, la partie du contrôle continu, était évalué sur 2 ans, quatrième et troisième, et évalué l'acquisition de compétences sur les fameux 800 points. Bon, euh,
En fait, c'était des compétences qui étaient parfois un peu déconnectées des notes, qui étaient parfois transversales, donc qui nécessitaient que plusieurs enseignants se mettent d'accord pour évaluer une compétence. Et globalement, il y avait 4 niveaux de compétences avec un nombre de points associés à ce niveau de compétence. Donc, c'était vraiment fait par grande maths. Donc, l'objectif, c'est et d'accroître le niveau d'exigence et d'avoir quand même une vision un peu plus précise de, des résultats obtenus par les élèves. Donc, les grands principes de cette réforme, c'est d'abord un changement dans le poids des épreuves finales. Donc, les épreuves de brevet comptent maintenant pour 60% de la note de brevet et le contrôle continu uniquement pour 40%. Précédemment, c'était 50-50. Donc, clairement, il y a la volonté de donner plus de poids aux épreuves finales et un petit peu moins de poids au contrôle continu. Ça, c'est le premier point. Dans les grandes modifications, il y a aussi une modification du calcul, du mode de calcul de la note de contrôle continu. Je vais y revenir tout à l'heure. Et puis, il y a un nouveau barème pour les épreuves avec, on va y revenir dans le détail épreuve par épreuve, un nouveau barème pour chaque épreuve et puis des contenus d'épreuves qui évoluent eux aussi, en liaison avec les difficultés qu'on vient d'évoquer et les objectifs du collège. Le résultat, c'est une note finale sur 20 qui va permettre de déterminer la mention obtenue avec un éventail de mentions identique à celui du baccalauréat. Alors, si on rentre dans le détail sans être trop, comment dire, trop hop, soporifique, je vais essayer. Donc, le contrôle continu pour 40%, les épreuves finales pour 60%. Le contrôle continu. Aujourd'hui, avant, c'était assez peu transparent en fait, puisque c'était l'épreuve de vos enfants qui évaluait des compétences pour le brevet. Ce qui faisait d'ailleurs que dans certains établissements, par exemple le lycée d'Athènes, etc., on n'avait pas de notes, on avait des codes couleurs. Si les compétences étaient acquises, non acquises ou en cours d'acquisition. Donc ça, c'est terminé. Le contrôle continu se base sur la moyenne obtenue sur les 3 trimestres dans les 12 matières obligatoires de vos enfants. Donc, ça inclut, bien évidemment, français, maths, histoire géo, langue vivante, technologie, éducation civique, éducation à la citoyenneté, euh, j'en suis à 6, sport, musique, technologie, SVT, physique-chimie, je crois que j'y suis, sachant qu'il y a 2 langues vivantes. Donc, en fait, on prend, pour calculer la note de contrôle continu, on prend les notes de bulletin sans coefficient. Donc, c'est une moyenne simple. On prend toutes les notes de bulletin, des 3 bulletins si votre établissement est en trimestre, des 2 bulletins si votre établissement est en semestre, et on calcule la moyenne. La seule modification à ce calcul simple de moyenne, c'est que on peut rajouter comme un bonus au total des points de toutes les notes, les points supérieurs à 10 d'un enseignement optionnel. Voilà. Et donc, on obtient une note sur 20 qui comptera pour 40% de la note de brevet. Voilà. C'est vraiment un contrôle continu simple. Ensuite, on a les épreuves finales
qui, elles, vont compter pour 60% de la note finale de brevet. Dans ces épreuves finales, on a une épreuve de français de 3 heures. Donc, on a, pardon, 4 épreuves à l'écrit, une épreuve à l'oral. À l'écrit, on a l'épreuve de français. 3 heures, coefficient 2. Globalement, durant ces 3 heures, les élèves ont une dictée, euh, l'étude, enfin, donc des questions relatives à l'étude et la compréhension d'un texte, euh, associées parfois à une illustration, et une rédaction sur 1 heure et demie. Voilà, ça c'est globalement l'épreuve de français. Il y a assez peu de changements par rapport à ça. Ensuite, ils ont une épreuve de mathématiques de 2 heures. Alors, sauf erreur de ma part, cette épreuve a été raccourcie d'1 heure. Elle est aussi coefficient 2. Et là aussi, elle se divise en deux avec une première partie dont je parlais tout à l'heure, qui évalue les automatismes mathématiques et numériques. Et donc là, ce sont des réponses assez courtes, assez simples, parfois même sous forme de QCM. En revanche, c'est un travail qui est fait en temps limité et sans calculatrice. Donc c'est vraiment pour évaluer les capacités, les automatismes de mathématiques des élèves. C'est d'ailleurs un peu cet esprit-là qui est repris dans la première partie de l'épreuve de mathématiques qui est rendue obligatoire cette année aussi en classe de première, l'épreuve de bac mathématiques, qu'on fasse la spécialité mathématique ou pas. Il y a aussi dans cette épreuve de maths de première une partie sur ce qu'ils appellent des automatismes. Et ensuite, la deuxième partie de l'épreuve est consacrée à la résolution de problèmes mathématiques, etc., classiques. Ensuite, vous avez, les élèves ont une épreuve de sciences. Épreuve de sciences qui dure en tout 1 heure, mais en fait qui se subdivise en 2 fois 30 minutes et qui est coefficient 2, elle aussi. Alors, le principe, c'est qu'en sciences, au collège, les élèves ont 3 matières. Sciences et vie de la Terre, physique-chimie et technologie. Chaque année, 2 mois à environ avant les épreuves, 2 matières sont tirées au sort. Et ce sont ces 2 matières qui seront examinées au brevet. Donc, l'année dernière, en fait, ça dépend. Il y a les matières pour la France, et puis ensuite, sur les centres de l'étranger, il y a des regroupements. Mais dans certains pays, l'année dernière, on a passé SVT et technologie. Dans d'autres pays, on a passé physique, chimie et SVT. Et dans d'autres pays, on a passé physique, chimie et techno. Donc, en fait, environ 2 mois avant, les élèves, on leur dit, ben voilà, cette année pour le brevet, c'est telle matière. Donc, ce sont 2 épreuves de 30 minutes sur les 2 matières sélectionnées, enfin, tirées au sort. Et ça, c'est coefficient 2. Ensuite, dernière épreuve, c'est une épreuve de 2 heures. Donc, une épreuve de 2 heures qui combine, là aussi, 2 sous-épreuves. On a une épreuve d'histoire-géographie qui dure 1 heure et demie et qui est coefficient 1,5 et qui comporte une question sur un thème d'histoire ou de géographie qui va nécessiter que les élèves rédigent un paragraphe qui va faire au moins une trentaine de lignes qui permettent de répondre à la question. Et puis, dans l'épreuve de géographie, il y a aussi une partie qui est consacrée à comment dire,
à la construction à partir d'une question, d'un croquis, d'un schéma de réponse, d'une carte, etc. Voilà, ça c'est l'épreuve d'histoire géo. Et ensuite, il y a une épreuve d'éducation à la citoyenneté. Cette épreuve d'éducation à la citoyenneté, elle dure 30 minutes. Elle est coefficient 0,5. Et globalement, l'idée, c'est à partir d'une situation concrète, on va poser un certain nombre de questions aux élèves. Et là aussi, les réponses qui sont attendues sont des réponses simples, courtes, voire parfois des questions à choix multiples, qui évaluent leur bonne connaissance de cette partie-là du programme d'éducation à la citoyenneté. Voilà pour les écrits. À l'oral, pardon, à l'oral, les élèves passent une épreuve qui est coefficient 2. Cette épreuve, elle peut être passée en individuel ou en groupe. Alors, je ne l'ai pas précisé, les épreuves écrites, elles sont passées dans la majorité des lycées français de l'étranger, euh, elles sont passées entre le 15 et le 20 juin, à peu près. Voilà. Sauf, bien évidemment, par exemple, en Amérique du Nord, où en général, elles sont début juin. En France, elles sont passées 29-30 juin, où je crois que les dates sont sorties aujourd'hui, mais je ne suis pas sûre d'avoir bien retenu, mais c'est 29-30 juin ou 30 juin, 1er juillet. Mais voilà. Donc, ça vous donne une idée. L'oral, lui, en revanche, il est organisé par l'établissement de vos enfants. Donc, d'expérience, les épreuves d'oral de brevet, elles se déroulent la plupart du temps au mois de mai. Dans certains établissements, elles se déroulent aussi au mois de juin. Elles sont en règle générale quand même avant les épreuves écrites. Hein, Cécile, je n'ai pas souvenir cette année qu'on ait eu d'élèves qui aient passé l'oral après les écrits. Hein. Non, pas pour le brevet. Même à Montréal, c'était avant. Hein. C'était en mai, exact, oui, avant. Oui, c'est ça. Donc, en règle générale, quand même, d'expérience, c'est plutôt, c'est avant les épreuves écrites. Euh, donc, je le disais, cette épreuve, elle peut être préparée soit en individuel, et auquel cas, elle est d'une durée de 15 minutes, soit en petits groupes de 2 ou 3, et auquel cas, elle dure environ 25 minutes. L'objectif de cette épreuve, donc, le sujet peut traiter soit d'une thématique faite dans les enseignements transversaux, soit d'une thématique qui intéresse l'élève. Ça peut être aussi construit dans le cadre des parcours d'orientation, etc. Honnêtement, en termes de choix de sujets, il y a une immense diversité de choix de sujets. Moi, je me souviens avoir fait passer l'année dernière un élève de troisième, franchement, j'avais été impressionnée, un élève de troisième à Londres, euh, qui, dans le cadre de son parcours orientation, parcours métier, je ne sais plus comment il appelait ça, euh, avait fait tout son oral de brevet sur le fait que lui, ce qu'il voulait, c'était étudier les sciences économiques. Et donc, alors moi, en tant que prof de sciences éco, évidemment, quand il a préparé son oral avec nous, du coup, je l'ai fait passer une fois. Et, et en fait, il avait construit tout son parcours en expliquant pourquoi l'économie l'intéressait, qu'est-ce qu'il avait fait comme recherche, quelles étaient les difficultés qu'il pouvait entrevoir, comment du coup il envisageait sa scolarité au lycée, etc. Bon, c'est un enfant qui était quand même assez mûr par rapport à ses choix d'orientation pour un élève de troisième. Mais tout ça pour dire que il y a quand même effectivement une très grande diversité de sujets et que bon, il faut qu'ils arrivent à faire quelque chose qui les intéresse, qui leur plaît, parce que du coup, ce qui est évalué, c'est à la fois leur prestation orale et donc leur capacité à convaincre, à répondre aux questions du jury, à interagir avec le jury, etc. Et à la fois
leur connaissance du sujet, puisque en fait c'est un sujet qu'ils ont choisi, donc bien évidemment ils sont censés connaître le sujet. Euh, donc voilà pour les épreuves finales. Et donc en appliquant ici les coefficients sur les notes d'épreuve finale, alors globalement c'est coefficient 2 pour tout, sauf l'histoire géo qui est 1,5 et l'éducation à la citoyenneté, le MC qui est 0,5. Sinon tout est coef 2. On obtient une note sur 20 qui compte pour 60% de la note de brevet. Voilà. Ce qui est confirmé aussi cette année, c'est que la note de brevet donne lieu à des mentions, y compris donc une nouvelle mention qui a été introduite l'année dernière. Alors, elle n'a pas été forcément appliquée partout parce que l'introduction dans les textes a été relativement tardive. Donc, voilà. Mais donc, pour les élèves qui ont plus de 18 de moyenne, il y a une mention très bien avec félicitations du jury, comme au baccalauréat. Voilà. Et ensuite, mention très bien entre 16 et 18, mention bien entre 14 et 16, et mention assez bien entre 12 et 14. Voilà voilà pour le brevet. Cécile, est-ce que je te donne la main pour des questions? Oui, il y a quelques questions. Alors tout d'abord, pour la partie question pour l'écrit, pour les écrits, est-ce que tu peux préciser s'il y a des élèves, par exemple, qui ont des PAP ou qui ont des dyscalculies, par exemple, est-ce qu'il y a des aménagements spéciaux qui sont faits dans les épreuves, comme il peut y avoir au bac? Alors oui, c'est-à-dire que les aménagements qui sont comment dire, actés par un PAP, donc soit un tiers-temps, soit je sais pas ce qu'il peut y avoir. Enfin, il y a parfois des élèves qui ont quelqu'un qui les accompagne pour réécrire des consignes ou travailler sur ordinateur, etc. Donc, en tout cas, les aménagements qui sont prévus dans le cadre d'un PAP sont applicables évidemment à l'examen du brevet. Ensuite, une question sur la partie orale. Est-ce que les élèves sont accompagnés dans leur choix de sujet par leur prof ou est-ce que c'est quelque chose qui décide seul? Est-ce qu'il y a un temps dédié à cette partie-là pendant l'année? Alors, il n'y a pas véritablement de temps à l'emploi du temps. Ce n'est pas une matière à proprement parler. C'est un peu comme le grand oral en terminale. Donc, en fait, il y a en général dans la classe de vos enfants un professeur, un enseignant qui est référent et qui va aborder la question de l'oral du brevet. Et il y aura, en règle générale, dans les lycées, il y a plusieurs temps consacrés qui sont pris soit sur des heures de vie de classe, soit sur des heures des enseignants concernés. Et ça peut être très large, puisque en fait, ça peut concerner tous les enseignants dans les enseignements transversaux, dans les projets transversaux. Donc parfois, ça peut être dans un enseignement d'histoire géo, parfois dans un enseignement d'art plastique, parfois dans un enseignement de musique, etc. Donc en fait, euh, c'est pris, c'est pris de cette manière-là. Et, il y a donc il y a des temps. Certains établissements, pas toujours, hein, mais certains établissements organisent aussi des euros blancs en permettant aux élèves. Alors parfois ça se fait, on est en troisième, hein, donc parfois ça se fait dans le cadre de la classe et l'élève présente son oral de brevet devant ses camarades, comme il présenterait un exposé en fait un petit peu. C'est ça l'idée. Mais il n'y a pas véritablement de temps dédié dans l'emploi du temps. Mais en règle générale, dans les établissements, on les accompagne quand même un petit peu dans le choix des sujets. Ceci étant dit, si je suis vraiment objective, tous les ans, on a quelques élèves, ils ne sont pas hyper nombreux, mais on a quelques élèves qui sont un peu laissés à eux-mêmes et à leurs parents, en fait, pour choisir leur sujet d'oral de brevet, le préparer, etc.
Voilà. Ça demande quand même, de la part des élèves, une certaine prise en main, une certaine autonomie, surtout s'ils le font tout seuls. Voilà. Ensuite, une question sur les élèves qui sont en section internationale des collèges. Est-ce que les notes sont valorisées pour le brevet? Est-ce que c'est valorisé à un endroit en Alors, particulier? j'imagine que c'est considéré. Alors là, j'ai vraiment rien lu là-dessus. Et pourtant, j'ai épluché un paquet de textes sur cette réforme du brevet. Alors, j'imagine que c'est considéré comme un enseignement optionnel et que donc les points obtenus viennent se rajouter au total. Sauf si, et donc je le note honnêtement pour vérifier, euh, sauf si dans le cadre d'une section internationale, qu'elle soit britannique, américaine ou espagnole hein, d'ailleurs, sauf s'il y a des enseignements considérés comme obligatoires pour les élèves pour obtenir le brevet mention internationale. Euh, et auquel cas, je pense que les notes de contrôle continu sont du coup prises en compte dans le calcul de la note de contrôle continu qui compte pour 40%. Je ne veux pas dire de bêtises, mais il me semble qu'il y a aussi une épreuve spécifique, alors qu'il n'y a pas une épreuve écrite, mais en section internationale de brevet, il me semble qu'il y a une épreuve spécifique. Mais je vais vérifier je vais vérifier, effectivement. Et sur ce sujet, pas d'autres questions. Tu peux continuer. OK. Euh, donc, hop, alors, euh, je reviens sur la présentation. Donc, en fait, pour finir, en termes d'accompagnement des élèves, qu'est-ce qu'on peut faire ou qu'est-ce que vous pouvez faire ou qu'est-ce qu'il est possible de faire et comment on travaille à Verwasi Learning. Alors, globalement, pour les élèves de collège, on propose soit un suivi régulier dans la matière de votre choix, mais comme vous l'avez compris, en tout cas en quatrième et en troisième, essentiellement sur le français et les mathématiques. Euh, et là, on travaille dans la durée parce que c'est important de travailler dans la durée. Euh, En sixième, cinquième, on travaille essentiellement le français sur la base des fondamentaux avec quand même, parce que il n'y a pas de miracle, pour travailler le français sur les fondamentaux en sixième, cinquième, il faut que les enfants écrivent, donc c'est un peu en partenariat avec vous, parce qu'on ne peut pas le faire tout seul, ils sont encore petits, c'est-à-dire que il faut qu'ils écrivent une ou deux lignes tous les jours ou régulièrement, que voilà. Donc il y a un travail qui est fait au fur et à mesure de façon à ce qu'on puisse vraiment solidifier. Sur les cours hebdomadaires en quatrième et troisième, voilà, on construit bien évidemment une progression pédagogique qui permet aux élèves d'avancer, de s'entraîner. La spécificité, c'est qu'on travaille avec des petits groupes homogènes. On ne travaille jamais en individuel avec nos élèves des lycées français de l'étranger. On travaille toujours en petits groupes pour avoir cette dynamique de groupe, cette capacité à progresser par soi-même et pour acquérir de l'autonomie dans les apprentissages. Et puis ensuite, on propose bien évidemment des stages à chaque vacances scolaires. Et là, c'est là que, comme on travaille uniquement avec vos établissements à l'étranger, on va avoir des stages sur vos périodes de vacances scolaires, bien évidemment. En ce qui concerne le collège, on a une équipe qui est dédiée au collège et en lettres et en sciences, parce qu'effectivement, on n'enseigne pas tout à fait à des sixième, cinquième comme on enseigne à des élèves de première. Euh, donc voilà, donc on travaille avec une équipe qui est vraiment à leur disposition, qui est constituée uniquement d'enseignants
qui sont bien évidemment spécialistes de leur matière. Voilà, j'avais dit que je mettrais nos coordonnées en fin de parcours si vous aviez des questions spécifiques, etc., ou quoi que ce soit. Donc, je ne sais pas si Cécile, tu as des dernières questions. J'ai fait le tour des questions, c'est bon. Ok, d'accord. Donc, voilà pour ce webinaire. Donc, vraiment, j'ai envie de dire en conclusion que ce sont pour vos enfants des années importantes, à la fois pour plein de trucs, hein, pour grandir, pour apprendre, etc. Mais d'un point de vue purement pédagogique, c'est vrai que ce sont des années où on construit quand même un socle sur lequel, au lycée, on va pouvoir s'appuyer pour vraiment voler de ses propres ailes et aller un peu faire les choix qu'on a envie de faire, etc. Donc c'est vrai que ce sont des années importantes. C'est pas facile de faire travailler un collégien. Ils n'ont pas toujours tous envie. Mais c'est vrai que c'est important d'aller, de pas lâcher l'affaire en fait pour que derrière ils aient le plus de choix possible. Voilà. Euh, Si vous avez des questions ultérieurement qui vous viennent à l'esprit, n'hésitez pas. La prochaine newsletter, euh, il y a un article de blog justement consacré à la réforme du brevet. Donc, je vais essayer de trouver les réponses, en particulier en ce qui concerne les sections internationales, pour pouvoir les rajouter. Le replay du webinaire sera disponible demain ou lundi au plus tard. Et bien évidemment, on est à votre disposition si vous aviez une question qui vous arrive après coup ou un besoin spécifique. Voilà. Je vous remercie encore beaucoup pour votre présence ce soir et je vous souhaite à tous une excellente soirée. Merci beaucoup. Au revoir.